Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans cette édition du 11 décembre 2023. Voici les principaux titres. Des affrontements entre l'armée burundaise et le mouvement Red Tabara signalés hier soir sur la rivière Kajeke. Les rebelles dressent un bilan de 3 militaires tués et d'un pont endommagé. Les proches des militaires burundais déployés au Nord Kivu pour combattre le M23 aux côtés de l'armée congolaise réclament les nouvelles de l'heure. Certains sont morts, d'autres rapatriés et d'autres sont introuvables. Et les conséquences liées à la pénurie du carburant se manifestent dans différentes localités du pays. Parmi ces conséquences, la montée des prix de transport. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, des affrontements ont eu lieu cette nuit du 11 au 12 décembre 2023 entre les militaires burundais et les combattants du mouvement Red Tabara au niveau de la rivière Kajeke sur la route nationale numéro 5. Via son compte X, le mouvement rebelle Red Tabara indique que 3 militaires de l'armée burundaise ont été tués et une partie du pont Kajeke endommagée. Le point avec Eric Nyonzima. Selon la population de la commune Gihang, un groupe d'hommes armés qui se réclamaient du mouvement Red Tabara a commencé à circuler dans les parages du pont au-dessus de la rivière Kajeke à partir de minuit. Ce groupe visait, selon la population locale, une position militaire. C'est vers 3 heures du matin que les accrochages ont débuté, comme le témoigne cet habitant de la localité. On a passé la nuit sous la musique et des coups de physique. On dit qu'il y a 2 personnes qui avaient été enlevées jeudi. L'on pense qu'il voulait déjà qu'il utilisait comme éclaireur. Ces gens avaient été enlevés au centre Gihanga. Lors de l'attaque, ils étaient avec eux. Ils les guidaient quand ils sont tombés dans le feu des militaires. Ils se sont alors dit qu'ils avaient été trahis. Ce groupe de combattants aurait réussi à détruire un dépôt au-dessus de la Kajeke, se servant d'un engin explosif selon nos sources sur place. La sécurité a été perturbée à la 5e avenue de Gihanga sur le pont au-dessus de Kajeke. Ils avaient probablement l'objectif de s'en prendre à ce pont, mais ils ont réussi à créer un très grand trou sur ce pont. Mais pour le moment, le trafic est perturbé. La situation actuelle est telle que le trafic est perturbé sur son pont. Via son compte Twitter, le mouvement Red Tabara a revendiqué l'attaque. Il aurait tué 3 militaires, toujours sur son compte Twitter. Ce lundi matin, l'armée a effectué des fouilles dans les quartiers environnants. 2 personnes ont été arrêtées pour raison d'enquête. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Floribert Biyereke, porte-parole de la FDNB, mais son téléphone portable était éteint. Les familles des militaires du 5e bataillon récemment rapatriés du Nord Kivu, où ils combattaient aux côtés des forces armées congolaises, demandent d'être informés de leur état de santé et de ne pas les tuer. Ces familles demandent aussi à l'armée de dévoiler l'identité des militaires tués ou blessés. Les détails avec Elvis Nyomongere. Ces militaires rapatriés sont au nombre de 200. Ils ont été embarqués le jeudi soir de la semaine passée à bord d'un avion depuis l'aéroport de Goma avec 10 cadavres et 18 blessés. Ces militaires combattaient depuis avril 2023 aux côtés des forces armées congolaises et sa coalition contre le M23. Comme l'indique une parenté d'un de ces militaires, ces derniers ont été rapatriés après avoir battu en retraite et sans soutien et vers l'avancée de M23. Le récit des événements avec un des parents de ces militaires. Ils ont été attaqués puis ils sont allés se réfugier à la brigade où ils ont trouvé que même ceux qui étaient avaient pris fuite. Alors ils ont continué en espérant pouvoir se réfugier là où se trouvaient les troupes militaires de l'EAC.
Mais là aussi, c'était impossible qu'ils s'y aillent de peur que le M23 attaque ses troupes de l'EAC. Ils ont continué la route jusqu'à la piste des avions. Ils sont restés là et les chefs sont venus leur dire de retourner sur le front d'où ils venaient, mais ils ont refusé. Par après, le colonel Muzinga leur a dit d'attendre sur place pour qu'un avion vienne les prendre. L'avion est venu et c'est vers 16h30 qu'ils nous ont dit qu'ils ont fait le départ vers Bujumbura. Il y avait 10 cadavres et 18 blessés. Arrivés à Bujumbura, le calvaire de ces militaires commence. Ils ont été dépouillés de leur téléphone et conduits mani militari au camp militaire de Muzinda. Selon des informations en possession des familles, ces militaires sont détenus depuis ce dimanche au camp militaire de Mujejuru, à la police militaire et dans d'autres endroits non encore connus. C'est par des informations fournies par d'autres militaires que nous avons pu connaître leur sort. Ces derniers ont fait savoir que dès leur arrivée, ils les ont retiré leurs téléphones portables, les ont embarqués dans des camions et ils les ont acheminés vers Muzinda, escortés par un pick-up de la police militaire. D'autres informations en provenance des militaires font également savoir que la police militaire les ont conduits vers Mujejuru ainsi que dans d'autres endroits que nous ne connaissons pas encore, mais nous continuons à demander à nos sources militaires. Les familles de ces militaires craignent pour leur sécurité et demandent à l'armée de briser le silence non seulement pour donner de la lumière sur la situation de détention de ces militaires, mais aussi pour informer les familles des militaires tués et blessés. Les personnes qui sont emmenées par la police militaire ou conduites vers Mujejuru sont souvent des malfaiteurs. J'espère que nos militaires ne sont pas pris comme des malfaiteurs. Je demande encore une fois que les chefs militaires sortent du silence pour nous dire où se trouvent nos enfants et comment ils y vont. Nous demandons qu'ils ne soient pas tués ou torturés. Nous ne savons même pas si les nôtres sont parmi les 10 morts ou les 18 blessés. Jusqu'à présent, ils ne nous ont rien communiqué. À ce propos, la RPA a tenté de joindre Floribert Biyereke, porte-parole de la FDNB, et il n'a pas décroché son téléphone. Entre-temps, l'identité des militaires burundais morts dans ces combats en République démocratique du Congo continue à être révélée, même s'ils sont informés par les militaires qui sont sur le champ de bataille que les leurs ont péri au combat. Certaines familles ne peuvent pas faire le deuil parce que l'armée burundaise reste silencieuse. Danny Claire Iratumva nous en dit plus. Les autres militaires qui ont été identifiés parmi ceux qui sont tombés sur le champ de bataille en République démocratique du Congo la semaine passée sont au nombre de 2. Il s'agit de caporal Olivier Habonayo, natif de la colline Mousseini, sous colline Zata en commune Lutovu de la province de Bururi. Il était au 7e bataillon de la TAFOC. L'autre militaire qui a été identifié parmi les victimes de cette guerre, c'est le sergent Muhinda Vierik, lui aussi natif de la colline Mousseini, sous colline Zata de la commune Lutovu en province Bururi. Selon notre source au sein des rescapés de ces affrontements, les corps de ces 2 militaires n'ont pas été ramenés au pays et l'armée burundaise n'a pas voulu informer leurs familles. Et dans ce cas, ils ne peuvent pas faire le deuil, précise notre source. Si tu as perdu une parenté et que tu vois son corps, cela tranquillise l'esprit, mais si une personne de ta famille est morte et que tu ne vois pas son corps, c'est vraiment désolant pur. Encore, si la personne mère est à l'extérieur du pays, dans une guerre qui ne concerne pas son pays, c'est très affligeant. Cette situation est confuse, complexe, même effrayante. Personne n'en parle, on dirait en secret. Déjà, soldats l'angoisse, vraiment, parlez-en pour que le gouvernement sorte de son silence et qu'il puisse s'exprimer. Ces militaires burundais ont été tués dans une guerre qui oppose l'armée de la République démocratique du Congo et ses alliés, dont l'armée burundaise contre le mouvement M23. Plus de 20 militaires burundais sont morts dans les affrontements qui ont eu lieu la semaine passée. Pour clore cette page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 2 cas d'assassinat dans 2 provinces au cours de la semaine écoulée. La première victime est de la province de Bubanza. C'était une femme qui n'a pas été identifiée. Elle a été décapitée par des inconnus à son domicile à la 5e avenue de la commune Gihanga. C'était jeudi dernier. La victime habitait seule et elle venait de déménager dans la localité.
Une personne a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. La seconde victime est de la province Gitega. C'est un commerçant du nom de Simon Buzibori. Son corps a été retrouvé dans un fossé situé sur la colline Nhanda de la zone Mutoi en commune Bugendana. C'était mercredi dernier. La police indique qu'il est décédé après avoir trébuché. Certaines sources sur place, elles, indiquent qu'il a été poignardé. Dans un instant, nous parlons politique. Le président Évariste Ndayishimiye fait partie d'un groupe restreint des membres du parti au pouvoir qui connaît toute la réalité sur l'empoisonnement de son prédécesseur, président Pierre Nkurunziza. C'est ce qu'a dit le journaliste et directeur de la RPA, Bob Rugurika. C'était ce vendredi 8 décembre dans l'émission Ijambo ni Gwawe. Dans cette émission était également invité Leonidas Hatungimana, ancien porte-parole du président Pierre Nkurunziza, et la criminologue Nadine Nivigira. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Le président Pierre Nkurunziza n'a pas été emporté par une mort naturelle, il a été empoisonné. Les révélations ont été faites par le journaliste d'investigation Bob Rugurika, en même temps directeur de la radio RPA. C'était au cours de l'émission Ijambo ni Gwawe de la RPA, animée vendredi de la semaine dernière, le 8 décembre. Pour Bob Rugurika, les responsables de la mort du président Nkurunziza sont les Bagumyabanga de son parti politique, le CNDD-FDD. Toutefois, Bob Rugurika tient à préciser qu'il s'agit d'un petit groupe de membres du dit parti. Le président Ndayishimiye est le premier parmi ceux qui savent toute la vérité sur cette mort, selon les enquêtes de Bob Rugurika. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est de révéler à l'opinion nationale et internationale que le président actuel du Burundi, Évariste Ndayishimiye, connaît bel et bien les circonstances de la mort de Pierre Nkurunziza et il connaît très bien qu'il a été empoisonné. Je le souligne bien, il y a d'autres avec qui il se serait entretenu, quelques généraux et peut-être avec quelques civils. Là, il y a des preuves collectées, mais une fois qu'elles sont dévoilées, certaines déjà citées pourraient s'imaginer qu'ils auraient divulgué des informations et des têtes pourraient tomber. Mais je mentionne bien que le président Évariste Ndayishimiye a tous les détails sur la mort de Nkurunziza et il est au courant que c'est du poison qui a été utilisé. Leonidas Hatungimana, ancien membre influent du parti CNDD-FDD et ancien porte-parole de feu président Pierre Nkurunziza, affirme que, vu le comportement du pouvoir en place après la mort de Nkurunziza, d'aucuns ne pouvaient ne pas s'inquiéter. Ce qui nous a choqué, c'est la zone d'ombre qui entourait son décès. Moi, franchement, j'en ai été informé au moins 4 heures après sa mort. Je ne vais vous dire les sources, mais j'avais déjà avec lesquelles j'ai travaillé qui m'ont révélé qu'il n'est plus de son monde. Ensuite, nous avons entendu pour que le gouvernement puisse se prononcer, mais en vain. En principe, si l'on dit que le président de la République est tombé malade subitement, il fallait sortir un communiqué pour tranquilliser et préparer les Burundais sur la gestion de la suite et pour montrer aussi que les médecins étaient à l'œuvre. Mais le fait que tout ça a été tenu secret, c'est cela qui nous a inquiétés. Nadine Nivigira, criminologue, était également invitée dans cette émission. Elle indique qu'il y a des signes qui montrent que la mort de Nkurunziza n'était pas une mort naturelle. Il est vrai que cet hôpital a repris, il peut même être un hôpital de référence dans la province, mais je ne pense pas qu'ils ont pris une bonne décision comparativement aux autres hôpitaux dotés de médecins spécialisés et équipements pour sauver la vie de quelqu'un et surtout celle d'un président de la République. C'est de cela alors que je dis qu'il y a eu une négligence et pourtant il y avait beaucoup d'autres moyens. Comme Bobo l'a évoqué, je pense qu'il y a eu une mésentente sur des mesures à prendre au moment où il était déjà dans un état critique. Denise Nkurunziza, épouse de feu président Pierre Nkurunziza, fait également savoir qu'elle avait des inquiétudes quant à la mort de son mari, s'exprima le 8 avril 2023 au cours de l'émission Imvonimbano de la radio anglaise BBC. Elle affirme qu'elle n'a pas voulu exiger des enquêtes sur cette mort de peur des conséquences qui pourraient s'en suivre. Mu
nkiriyo narafata ijambo navuga amajambo. Pendant le DG pris la parole et je me suis beaucoup penché sur les versets bibliques pour calmer les esprits de l'assemblée présente. Je suppliais les gens de ne pas se fatiguer pour rien car toute personne meurt quand il est temps de mourir. Il n'était pas nécessaire de penser sur qui l'a tué. Ce n'était pas la solution. Personne n'avait pas droit sur lui. Si Dieu ne voulait pas qu'il parte, moi, je ne voulais pas d'écrit après sa mort. Je ne voulais pas exiger une autopsie car s'il était mort, je ne pouvais pas le rendre encore vivant. Le gouvernement du Burundi aura officiellement déclaré le décès du président Nkurunziza un jour après sa mort. On a annoncé qu'il est mort de suite d'un arrêt cardiaque. Toujours en page politique, les collinaires font partie des élections qui se tiendront en 2025. Le récent Conseil des ministres n'a pas évoqué beaucoup d'amendements relatifs aux élections collinaires dans le nouveau code électoral. Plus de détails avec Onésime de Chimagizi. Les cas de compatibilité avec le mandat de chef de colline et de quartier vont être introduits dans le projet de loi portant amendement du code électoral selon le Conseil des ministres d'ici décembre dernier. Ces lignes de nouvelles qui seront introduites dans la nouvelle loi organique portant amendement de la loi portant code électoral de 2019. Dans les élections des conseillers de colline et de quartier, comme dans toutes les autres élections, l'on devra tenir compte de la loi sur les nouvelles délimitations. Les collines et les quartiers dont l'effectif était plus de 2900 dépasseront 3030 lors de nouvelles élections. Comme dans les élections précédentes, les candidats au conseil de colline ou de quartier vont se présenter aux élections à titre indépendant sans tenir compte de leur parti politique s'ils existent. Le candidat devra être de nationalité burundaise, légalement domicilié à la colline ou dans le quartier où il résidait en permanence. Il devra aussi avoir 25 ans, révolu au moment de l'élection et jouir d'une moralité et une intégrité irréprochables dans l'entourage. Dans un instant, nous parlons société. Les conséquences liées à la pénurie du carburant se manifestent dans différentes localités du pays. Les habitants de la province Kirundo indiquent qu'il est difficile de se déplacer à cause du prix de transport qui a beaucoup grimpé. Ces habitants de Kirundo font appel au président de la République qui avait promis de prendre la question en main. Les détails avec Eric Nyonzima. Se déplacer vers la province de Kirundo vers d'autres provinces du Burundi est devenu un casse-tête suite au manque de carburant. Les habitants de cette province indiquent que le prix de transport est passé du simple au double. Notre source dans la province de Kirundo raconte comment les prix sont actuellement. On ne voyage plus ici à Kirundo. Le prix de transport de Kirundo vers Ngozi, on paie actuellement 50 000 si on se déplace par Probox qui utilise le carburant de type essence. De Ngozi vers Kayanza, le prix de transport est de 15 000 francs burundais pour ceux qui se déplacent à bord de bus. De Kayanza à Bujumbura, le prix du ticket est passé du simple au double. Il était de 15 000, mais pour le moment, on paie 30 000. Pire encore, le code de la route n'est plus respecté. La police est même dépassée, témoigne toujours notre source. Le nouveau gouverneur de Kirundo avait donné l'ordre que tout véhicule en état de mauvais chargement, son propriétaire sera puni d'une amende et son véhicule sera saisi. Mais pour le moment, la police est dépassée. Le passager supplie le chauffeur et lui dit que si la police l'arrête, il se justifiera lui-même. Imaginez un Probox qui transporte 4 personnes normalement, va jusqu'à transporter aujourd'hui entre 6 et 7 passagers. C'est très dangereux. Pour rappel, le président de la République avait annoncé qu'il a pris en main cette question de carburant pour qu'il n'y ait plus cette pénurie répétitive de ce produit. Pour clore cette édition, parlons de la pénurie de charbon dans certaines zones de la ville de Bujumbura. Cette pénurie serait causée par la carence de carburant. Les citadins demandent au gouvernement de trouver la solution à cette problématique. Le point avec Vicky Chris Ninheret. La pénurie de charbon de bois de chauffage a été remarquée en mairie de Bujumbura il y a 2 semaines. Les habitants de la mairie, quand ils vont acheter le charbon, ils forment des files d'attente comme des véhicules alignés à la station-service le jour de manque de carburant. Les habitants de la mairie qui se sont confiés à la RPA indiquent que la pénurie de charbon est liée au manque de carburant de type gasoil qui se manifeste depuis ces derniers jours car les véhicules de type Fuso qui transportent le charbon
ne fonctionne plus. 2 commerçants seulement sur 40 qui vendent le charbon de bois en zone Kanyosha sont en activité selon ce témoignage. La pénurie du carburant de type gazoil et l'essence affecte très sensiblement la vie quotidienne de la population. Par exemple, moi j'habite dans la zone de Kanyosha et là se trouvent 2 commerçants seulement de charbon qui servent de la population pour le moment. Sur les 40 qui vendaient ce produit dans toute la zone. Et là vous comprenez bien que la situation est très alarmante. Les habitants de la ville implorent le gouvernement de résoudre la question de manque répétitif de carburant pour que le charbon soit disponible. Ce n'est pas du tout facile car lorsque le prix du charbon de bois est augmenté, alors que nous sommes déjà pauvres, la vie devient impossible. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour résoudre la question de manque de carburant pour que le charbon soit disponible. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le maire de la ville de Bujumbura, tout comme le porte-parole du ministère ayant le commerce dans ses attributions pour qu'il puisse s'exprimer à ces lamentations de la population. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 11 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.